Bienvenue dans cette exploration des sujets de philosophie les plus redoutés par les étudiants. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi certaines questions philosophiques semblent si intimidantes et comment les aborder avec confiance. Qu'est-ce qui rend certains sujets de philosophie si difficiles à aborder? La réponse réside dans plusieurs facteurs que nous allons analyser en détail. Les sujets de philosophie redoutés sont ces questions qui font frémir les étudiants lors des examens. Ils sont perçus comme particulièrement complexes et intimidants, mais cette perception peut être surmontée. Analysons les principales raisons qui rendent ces sujets si redoutables. Premièrement, la complexité conceptuelle. Ces sujets mobilisent des notions abstraites et interconnectées. Deuxièmement, l'ambiguïté inhérente. Ces questions n'admettent pas de réponse simple ou définitive, ce qui déstabilise souvent les étudiants habitués à des réponses claires. Troisièmement, la charge émotionnelle. Ces sujets touchent souvent à des questions existentielles profondes qui nous concernent personnellement, rendant l'analyse objective plus difficile. Face à ces défis, quel est l'objectif de cette série de vidéos? Nous allons vous fournir des stratégies concrètes et des méthodes éprouvées pour aborder ces sujets avec succès. Nous analyserons 10 sujets particulièrement redoutés, en vous proposant pour chacun une approche méthodologique, des pistes de réflexion et des stratégies argumentatives efficaces. Chaque sujet sera accompagné d'une analyse détaillée, d'exemples concrets et de conseils pratiques pour structurer votre réflexion. Préparez-vous à transformer ces sujets redoutés en opportunités de brillantes démonstrations philosophiques. Nous abordons maintenant le deuxième sujet philosophique redoutable. La vérité est-elle toujours bonne à dire? Cette question soulève un dilemme fondamental entre notre devoir de sincérité et les conséquences parfois douloureuses de la vérité. Commençons par définir la vérité. En philosophie, la vérité est généralement comprise comme la correspondance entre nos affirmations et la réalité. Une proposition est vraie si elle décrit fidèlement ce qui existe réellement dans le monde. La vérité est traditionnellement associée à des valeurs morales importantes. L'honnêteté nous pousse à dire la vérité par respect pour autrui et pour maintenir la confiance dans nos relations. La transparence vise à révéler les faits pour permettre des décisions éclairées. Cependant, il existe des situations où dire la vérité peut s'avérer problématique. Le mensonge pieux consiste à mentir pour protéger les sentiments d'autrui. Par exemple, rassurer une personne gravement malade sur son apparence peut être un acte de compassion. Les secrets d'État représentent un autre dilemme. Les gouvernements cachent parfois des informations pour protéger la sécurité nationale. Les opérations militaires secrètes en temps de guerre illustrent cette tension entre transparence démocratique et nécessité stratégique. Le secret professionnel illustre également ce dilemme. Un médecin ne peut révéler l'état de santé de son patient, même si cette information pourrait être utile à d'autres. Enfin, certaines vérités peuvent être destructrices, comme révéler une infidélité ancienne et sincèrement regrettée. Cette question révèle un dilemme éthique fondamental. Comment concilier notre devoir de vérité avec notre responsabilité envers autrui? Faut-il toujours privilégier la vérité ou existe-t-il des circonstances où le mensonge peut être moralement justifié? Cette tension nous amène à réfléchir sur la nature relative de nos valeurs morales. Nous abordons maintenant le troisième sujet philosophique redoutable. L'art est-il inutile? Cette question interroge la valeur et la fonction de l'art dans notre société. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord définir ce qu'est l'art. L'art peut être compris comme une expression créative qui possède une dimension esthétique et constitue une forme fondamentale d'expression humaine. Maintenant, explorons les différentes fonctions que l'art peut remplir dans notre société. Ces fonctions nous aideront à comprendre si l'art peut être considéré comme utile ou non. Première fonction, le divertissement. L'art procure plaisir et évasion, offrant une forme de détente et de loisir culturel essentiel au bien-être humain. Deuxième fonction, la critique sociale. L'art peut dénoncer les injustices et questionner les structures sociales, servant d'outil de réflexion et de changement. Troisième fonction, la catharsis.
L'art permet une purification émotionnelle et une libération des tensions, contribuant à l'équilibre psychologique de l'individu. Ces fonctions nous amènent à questionner la notion même d'utilité. Qu'entendons-nous par utile? Existe-t-il différents types d'utilité? Nous pouvons distinguer deux types d'utilité. L'utilité pratique répond à des besoins matériels directs et mesurables. L'utilité symbolique, elle, concerne les fonctions spirituelles, culturelles et identitaires. Cette distinction nous amène à la question centrale. L'art possède-t-il une utilité symbolique qui justifie sa place dans la société? Cette interrogation nous invite à repenser notre conception même de la valeur et de l'utilité. Nous avons ainsi posé les bases de cette réflexion philosophique complexe. La question de l'utilité de l'art dépasse le simple cadre pratique pour toucher au fondement de notre humanité. Nous abordons maintenant le quatrième sujet philosophique redouté. La technique nous libère-t-elle ou nous aliène-t-elle? Cette question fondamentale interroge notre rapport à la technologie dans le monde moderne. Commençons par définir ce qu'est la technique. La technique désigne l'ensemble des moyens, des procédés et des savoir-faire que l'humanité utilise pour agir sur le monde et le transformer selon ses besoins. Examinons d'abord les avantages de la technique. Elle nous apporte le progrès dans tous les domaines: médecine, transport, sciences. Elle améliore notre confort quotidien en facilitant nos tâches. Elle révolutionne aussi la communication en nous connectant au monde entier. Mais la technique présente aussi des inconvénients majeurs. Elle crée une dépendance, notamment aux écrans et aux technologies numériques. Elle génère une pollution massive qui menace notre environnement. Elle peut aussi conduire à une déshumanisation en réduisant les contacts humains et en automatisant le travail. Cette analyse nous amène à la question philosophique centrale. Comment concilier les immenses bénéfices de la technique avec ses risques pour l'humanité? La technique est-elle finalement notre libératrice ou représente-t-elle une nouvelle forme d'aliénation? Cette question mérite une réflexion approfondie que nous développerons dans la section suivante. La technique n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle constitue un outil puissant dont la valeur dépend entièrement de l'usage que nous en faisons. Cette ambivalence fondamentale nécessite une réflexion approfondie sur notre rapport à la technologie. Visualisons cette ambivalence comme une balance. D'un côté, nous trouvons les aspects positifs de la technique, de l'autre ses aspects potentiellement négatifs. L'équilibre dépend de notre capacité à maîtriser et réguler son usage. Examinons d'abord les aspects positifs. La technique a révolutionné la médecine, permettant de guérir des maladies autrefois mortelles et d'allonger considérablement l'espérance de vie. Elle a également transformé la communication, rapprochant les peuples et facilitant le partage des connaissances à l'échelle planétaire. De plus, l'automatisation et l'amélioration des outils techniques ont considérablement amélioré notre confort de vie et notre efficacité productive, libérant du temps pour d'autres activités créatives et intellectuelles. Cependant, la technique présente aussi des dangers considérables. Les technologies de surveillance peuvent porter atteinte à notre vie privée et faciliter le contrôle social. La dépendance aux outils numériques peut conduire à l'isolement et à la perte d'autonomie personnelle. L'impact environnemental de nos technologies industrielles menace également l'équilibre écologique de notre planète, soulevant des questions cruciales sur la durabilité de notre modèle de développement technique. Face à cette ambivalence, la clé réside dans la maîtrise humaine de la technique. L'être humain doit rester au centre des décisions concernant le développement et l'usage des technologies. Nous ne devons pas subir la technique, mais la diriger selon nos valeurs et nos objectifs. Cette maîtrise nécessite une régulation à 3 niveaux. D'abord, une régulation éthique qui établit les principes moraux guidant le développement technique. Ensuite, une régulation juridique qui traduit ces principes en lois concrètes. Enfin, une éducation citoyenne qui permet à chacun de comprendre les enjeux techniques et de participer au débat démocratique sur l'orientation de notre société technologique. En conclusion, la technique n'est ni notre salut ni notre perte, mais un outil dont la valeur dépend entièrement de l'usage que nous en faisons. Seule une approche réfléchie
éthique et démocratique peut nous permettre de tirer parti de ces bienfaits tout en évitant ces écueils. Nous abordons maintenant le cinquième sujet philosophique redoutable. Sommes-nous responsables de nos rêves? Cette question interroge la frontière entre notre volonté consciente et les manifestations de notre inconscient. Pour comprendre cette question, nous devons d'abord définir ce qu'est le rêve. Le rêve est une activité mentale involontaire qui se produit pendant le sommeil, générant des images, des sensations et des émotions qui échappent au contrôle de notre conscience éveillée. Sigmund Freud révolutionne la compréhension des rêves en les considérant comme la voie royale vers l'inconscient. Selon lui, les rêves sont la réalisation déguisée de désirs refoulés, transformés par des mécanismes comme la condensation et le déplacement pour échapper à la censure psychique. Carl Gustav Jung propose une vision différente. Les rêves ne sont pas seulement des réalisations de désirs, mais des messages de l'inconscient ayant une fonction compensatrice et prospective. Ils révèlent des archétypes universels et participent au processus d'individuation de la personnalité. La responsabilité implique la capacité à répondre de ses actes, présupposant la conscience et le libre arbitre. Elle suppose un contrôle volontaire sur nos actions et leurs conséquences. Mais cette notion s'applique-t-elle aux rêves? Nous voici face à un paradoxe philosophique fondamental. D'un côté, si nous acceptons que nos pensées et désirs influencent nos rêves, nous pourrions être tenus responsables de leur contenu. De l'autre, les rêves semblent échapper totalement à notre contrôle conscient, remettant en question toute notion de responsabilité onirique. Cette question révèle la complexité des rapports entre conscience et inconscient, entre volonté et déterminisme psychique. Elle nous invite à repenser les limites de notre responsabilité morale et les frontières de notre identité personnelle. Nous abordons maintenant le sixième sujet philosophique redouté. Le langage est-il un obstacle à la pensée? Cette question interroge la relation complexe entre notre capacité à communiquer et notre capacité à réfléchir. Commençons par définir le langage. Le langage est un système de signes qui permet la communication entre les individus. Il transforme nos pensées en symboles compréhensibles par autrui. Le langage présente plusieurs avantages majeurs. Premièrement, il permet l'expression. Grâce au langage, nous pouvons transformer nos pensées intérieures en mots, rendant visible l'invisible de notre esprit. Deuxièmement, le langage permet la conceptualisation. Il structure notre pensée en donnant des noms aux concepts abstraits, nous aidant à organiser et à clarifier nos idées. Cependant, le langage présente aussi des limites importantes. Premièrement, l'ambiguïté. Un même mot peut avoir plusieurs significations, créant des malentendus et des confusions dans la communication. Deuxièmement, la manipulation. Le langage peut déformer notre pensée, l'influencer par des biais linguistiques et même servir d'outil de propagande ou de contrôle social. Cette analyse révèle la complexité du rapport entre langage et pensée. Le langage est-il un outil qui libère notre pensée ou un obstacle qui la contraint? Cette question fondamentale nécessite une réflexion approfondie et nuancée. Le langage entretient une relation complexe avec la pensée. Il est à la fois son instrument le plus précieux et parfois son plus grand obstacle. D'abord, reconnaissons que le langage est fondamental pour la pensée humaine. Il nous permet de structurer nos idées, de les organiser et de les communiquer. Sans les mots, nous aurions des difficultés énormes à conceptualiser des idées abstraites comme la justice, la beauté ou même l'amour. Le langage donne forme à nos pensées les plus complexes. Cependant, cette relation n'est pas sans problème. Le langage peut aussi devenir une prison pour notre pensée. Le langage impose ses propres catégories et structures. Il peut nous enfermer dans des façons particulières de voir le monde, limitant ainsi notre capacité à penser au-delà de ces cadres. Par exemple, certaines langues ont des dizaines de mots pour décrire la neige, permettant des nuances de pensée impossibles dans d'autres langues. Notre vocabulaire limite littéralement ce que nous pouvons concevoir avec précision. Face à ces limitations, la vigilance critique devient essentielle. Nous devons constamment questionner les mots que nous utilisons.
La vigilance critique nous invite à examiner nos mots, à chercher leurs origines, leurs connotations cachées et leurs effets sur notre pensée. Cette remise en question constante nous permet de dépasser les limites imposées par le langage et d'enrichir notre compréhension du monde. En conclusion, le langage demeure un outil indispensable à la pensée, mais un outil imparfait qui demande une utilisation consciente et critique. C'est dans cette tension créative entre l'usage et la remise en question que naît une pensée véritablement libre. Nous abordons maintenant le 7e sujet philosophique redoutable. La justice est-elle une illusion? Cette question fondamentale interroge la réalité même de nos idéaux de justice. Pour comprendre cette question, définissons d'abord la justice. La justice repose sur 2 piliers fondamentaux. Le principe d'équité, qui garantit un traitement égal et impartial selon les mérites et les besoins, et le respect des droits, qui protège les libertés fondamentales de chaque individu. La philosophie distingue principalement 2 conceptions de la justice. La justice commutative concerne les échanges équitables entre individus, respect des contrats, réparation des dommages, réciprocité des obligations. La justice distributive, elle, porte sur la répartition équitable des biens et des charges dans la société. Distribution des richesses, accès aux opportunités, attribution des responsabilités selon les capacités. Cependant, la réalité nous confronte à de nombreuses injustices. Les inégalités se manifestent par des écarts de revenus croissants, des inégalités d'accès à l'éducation et des disparités géographiques. Les discriminations persistent sous forme de discrimination raciale, d'inégalité de genre et d'exclusion sociale. Face à ces constats, une question centrale émerge. La justice parfaite est-elle réellement atteignable dans notre monde? Cette question nous invite à une réflexion philosophique profonde. Nous devons explorer si la justice est un idéal inaccessible, si nos institutions peuvent véritablement incarner la justice, si l'existence d'injustice prouve l'illusion de la justice, et comment concilier notre conception idéale de la justice avec la réalité complexe de notre monde. Nous abordons maintenant le 9e sujet philosophique redoutable. L'histoire se répète-t-elle? Cette question interroge la nature même du temps historique et des patterns qui gouvernent l'évolution humaine. Commençons par définir l'histoire. L'histoire est le récit des événements passés de l'humanité, l'étude des transformations des sociétés à travers le temps. Elle constitue notre mémoire collective et permet la transmission des expériences humaines. C'est une science qui analyse les causes et les conséquences des événements. Il existe différentes conceptions de l'histoire. La conception cyclique voit l'histoire comme une répétition de cycles, naissance, apogée, déclin et chute des civilisations. Cette vision suggère que les mêmes patterns se reproduisent indéfiniment. À l'opposé, la conception linéaire considère l'histoire comme un progrès continu, une évolution du passé vers l'avenir. Cette vision implique que l'humanité avance constamment vers un état meilleur, sans répétition exacte des événements. Examinons des exemples concrets. L'histoire révèle des similitudes frappantes. Les chutes d'empires, les révolutions populaires, les cycles de pouvoir, mais elle montre aussi des différences fondamentales liées au contexte, aux technologies et aux conséquences spécifiques à chaque époque. L'analyse philosophique révèle une vérité nuancée. Les structures humaines fondamentales tendent à se reproduire. Quête de pouvoir, inégalité, révolution. Mais chaque époque conserve ses spécificités uniques. L'histoire révèle des patterns sans être déterministe. La répétition n'est jamais exacte, mais analogique. Comme le disait Mark Twain, l'histoire ne se répète pas exactement, mais elle rime avec elle-même. Cette métaphore capture parfaitement la nature de la répétition historique. Des échos et des résonances, plutôt que des copies conformes. L'histoire ne se répète pas à l'identique, mais elle constitue une source précieuse d'enseignement pour comprendre notre époque et anticiper l'avenir. Observons des événements historiques qui peuvent sembler similaires. Révolution, chute de régime, mouvement populaire. Bien qu'ils partagent certaines caractéristiques, chacun reste unique dans son contexte. L'histoire suit plutôt une spirale. Elle présente des patterns récurrents, mais chaque cycle se situe à un niveau différent, enrichi par les expériences passées et les nouveaux contextes.
L'histoire nous enseigne à comprendre les mécanismes sociaux, à identifier les signaux précurseurs de changements majeurs, à éviter de reproduire les erreurs du passé et à mieux anticiper les conséquences de nos actions. La mémoire collective nous permet de préserver les leçons du passé, tandis que la vigilance citoyenne nous aide à rester attentifs aux signes qui pourraient annoncer la répétition de certains schémas dangereux. En conclusion, l'histoire ne se répète jamais exactement, mais elle nous offre des enseignements précieux qui nous permettent de mieux comprendre le présent et de préparer l'avenir avec sagesse et vigilance. Nous abordons maintenant le 10e sujet philosophique redouté. La religion est-elle une source de conflit? Cette question complexe nécessite une analyse approfondie des multiples dimensions de la religion. Pour analyser cette question, nous devons d'abord définir précisément ce qu'est la religion. La religion constitue un système complexe qui englobe des croyances sur le sacré, des pratiques rituelles, une communauté de fidèles et une dimension transcendante qui dépasse l'expérience ordinaire. La religion remplit 3 rôles fondamentaux dans les sociétés humaines. Premièrement, un rôle spirituel en offrant du sens et des réponses aux questions existentielles. Deuxièmement, un rôle social en créant de la cohésion communautaire autour de valeurs partagées. Troisièmement, un rôle politique en structurant le pouvoir et l'organisation sociale. L'histoire nous montre effectivement de nombreux conflits liés à la religion. Les guerres de religion des XVIe et XVIIe siècles, les persécutions religieuses et certains conflits contemporains semblent confirmer le potentiel conflictuel de la religion. Cependant, l'analyse révèle des causes multiples: différences doctrinales, enjeux de pouvoir, identité communautaire et facteurs socio-économiques s'entremêlent. Cette question révèle toute la complexité de la religion. Elle peut être simultanément source de conflit et de paix, facteur de division et d'unité, instrument de pouvoir et de libération. La réponse ne peut donc être univoque et nécessite une analyse nuancée qui considère les contextes historiques, sociaux et politiques spécifiques. La religion présente un caractère profondément ambivalent dans l'histoire humaine. Elle peut être à la fois source de conflits et de divisions, mais aussi force de paix et de solidarité. Cette ambivalence peut être représentée comme une balance où s'opposent les forces destructrices et constructrices de la religion. D'un côté, la religion peut effectivement être source de conflits. L'histoire nous montre de nombreux exemples de guerres de religion, de divisions sectaires, d'intolérance religieuse et d'exclusion sociale basée sur les croyances. D'un autre côté, la religion est aussi une puissante force de paix et de solidarité. Elle promeut des valeurs morales universelles, encourage l'entraide communautaire, favorise la réconciliation et le pardon et inspire la solidarité internationale. Pour dépasser cette ambivalence, le dialogue interreligieux devient essentiel. Il permet aux différentes traditions religieuses de se rencontrer, de se comprendre et de collaborer malgré leurs différences. En conclusion, la religion est une force ambivalente qui n'est ni intrinsèquement bonne ni mauvaise. Elle est un outil puissant qui peut être utilisé pour construire ou détruire, unir ou diviser. L'enjeu réside dans la manière dont nous choisissons de l'interpréter et de la vivre. Pour canaliser positivement cette force, plusieurs principes sont essentiels. Le respect mutuel des différences, le dialogue constructif entre communautés, la promotion des valeurs communes et le rejet ferme de l'extrémisme sous toutes ses formes. Après avoir exploré 10 sujets philosophiques complexes, il est temps de récapituler les stratégies essentielles pour aborder avec succès n'importe quel sujet difficile en philosophie. 4 stratégies fondamentales vous permettront de structurer efficacement votre réflexion philosophique et de construire une argumentation solide. Première stratégie, définir les termes. Chaque concept philosophique doit être clarifié dès le départ. Qu'entendons exactement par bonheur, vérité, justice ou liberté? Cette étape préliminaire évite les malentendus et pose les bases d'une réflexion rigoureuse. Deuxième stratégie, identifier les enjeux. Au-delà des mots, il faut comprendre ce qui est vraiment en question. Quels sont les problèmes philosophiques sous-jacents?
quelles sont les implications de chaque position. Cette analyse permet de saisir la profondeur du sujet. Troisième stratégie, nuancer les arguments. La philosophie refuse les réponses simplistes. Il faut considérer les objections, intégrer les contre-arguments et reconnaître la complexité des questions humaines. Cette nuance témoigne d'une pensée mature et réfléchie. Quatrième stratégie, proposer une synthèse. Après avoir exploré les différentes positions, il faut les rassembler dans une vision cohérente. Cette synthèse ne se contente pas de juxtaposer les opinions, elle les dépasse pour construire une réflexion originale et personnelle. Ces stratégies s'appuient sur trois qualités essentielles qui caractérisent toute bonne réflexion philosophique: la clarté, la rigueur et la cohérence. La clarté vous permet d'exprimer vos idées de manière précise et compréhensible. Vos lecteurs doivent pouvoir suivre votre raisonnement sans difficulté. La rigueur garantit le respect de la logique et de la méthode philosophique. Chaque étape de votre raisonnement doit être justifiée et argumentée. La cohérence maintient l'unité de votre argumentation. Toutes les parties de votre réflexion doivent s'articuler harmonieusement pour former un ensemble logique et convaincant. Ces conseils constituent votre boîte à outils philosophique. En les appliquant systématiquement, vous pourrez aborder sereinement tous les sujets difficiles et construire des réflexions philosophiques de qualité, quelle que soit la complexité de la question posée.